Eh bien, on verra ça à tout à l'heure. Mais tout d'abord, nous recevons un homme pourchassé, condamné, exilé pour avoir voulu exercer son métier de journaliste dans un pays qui ne tolère plus de presse libre, la Turquie. Condamné à 27 ans de détention par le pouvoir, Can Dündar a dû fuir en Allemagne où il vit sous protection. C'est dans 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir Can Dündar, Bonsoir, bienvenue à vous, nous sommes ravis de vous accueillir. Je vous présente Nadia Adam et Guillaume Roquette. Bonsoir à tous les deux bien sûr. Can Dündar, vous êtes donc journaliste bien sûr, je le disais à l'instant. Vous vivez actuellement à Berlin, en Allemagne, sous protection policière parce que vous avez été condamné par le pouvoir turc à 27 ans de prison, tout simplement pour avoir exercé votre métier de journaliste libre en Turquie. Et vous consacrez cet ouvrage, ce roman graphique avec le dessinateur égyptien Anouar. C'est une biographie d'Erdogan que vous qualifiez de nouveau sultan qui paraît aux éditions Delcourt. Plus précisément, c'est le parcours d'Erdogan depuis sa naissance jusqu'à son accession au pouvoir. Voilà, vous racontez justement sa jeunesse et la façon dont il a conquis ce pouvoir. Et vous racontez donc le parcours de celui qui vous a condamné et qui veut toujours vous faire payer simplement votre liberté. Est-ce que c'est une façon pour vous de vous venger en quelque sorte, ou est-ce que vous vous êtes efforcé de faire un travail de journaliste objectif ? C'est le lecteur qui en décidera, en fin de compte. Je ne peux pas m'exprimer à leur place, mais pour vous dire le vrai, la vérité, mon but, dès le départ, était de faire un travail objectif. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile, car la personne dont vous parlez a totalement détruit ma vie et a totalement détruit la vie de mon pays. Et c'est terriblement difficile d'être objectif vis-à-vis de lui. Mais malgré tout cela, j'ai essayé de faire tout mon possible, d'avoir l'objectivité d'un journaliste. Mais imaginez que l'on demande à Zelensky de faire un portrait de Poutine, ce ne sera pas totalement objectif non plus. Et c'est effectivement une enquête extrêmement fouillée qui raconte donc le parcours de celui qui est devenu le nouveau sultan Erdogan dans cet album, dans ce roman graphique. Et on va d'abord s'intéresser à votre parcours, à vous, Can Dündar. On va regarder votre règle de 3. Comme chaque soir, elle est signée Gaël Legras. Le journalisme, la prison, le nouveau sultan, c'est la règle de 3 de Can Dündar. Né en 1961 à Ankara, il étudie le journalisme et les sciences politiques à Londres avant de rédiger une thèse prémonitoire sur le traitement des secrets d'État dans les médias. À l'âge de 27 ans, Can Dündar intègre la chaîne publique TRT. Il présente des émissions d'actualité et réalise des documentaires consacrés à l'histoire de la Turquie. Le Zeybek Blond sur Atatürk, immense succès d'audience, ou encore Les deux côtés de Gallipoli sur la bataille des Dardanelles. Hepsi için bir anıt mezar yaptırıldı. Orada hep birlikte uykuya çekildiler. En 2013, Can Dündar devient rédacteur en chef de Cumhuriyet. 2 ans plus tard, le principal journal d'opposition à Erdogan publie une enquête sur la livraison d'armes par les services de renseignement turcs à des rebelles islamistes en Syrie. À la télévision, Erdogan prévient, celui qui a publié cette information va payer le prix fort. En novembre, Can Dündar reçoit le prix pour la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Une des fenêtres de mon bureau donne sur un cimetière, l'autre sur le palais de justice. Ce sont les lieux les plus visités par les journalistes turcs, déclare-t-il alors. Arrêté le 26 novembre 2015, Can Dündar et son collègue Erdem Gül passent 92 jours à la prison de Silivri. Ils sont libérés le 26 février 2016 par décision de la Cour constitutionnelle. Le procès débute en avril. Le 6 mai, avant le verdict, Can Dündar échappe à une tentative d'assassinat. En fin de journée, il écope de 5 ans et 10 mois de prison ferme pour divulgation de secrets d'État. Hepimiz çok cesur olmak zorundayız. Hepimiz bütün bu kararlara, bu kurşunlara rağmen gerçeği öğrenme hakkını halktan esirgememek adına. En attendant l'appel, il s'exile en Allemagne d'où il poursuit la lutte, notamment via la radio en ligne Özgürüz, Nous sommes libres. En 2020, le tribunal d'Istanbul le condamne finalement à 27 ans et demi de prison ferme. Aujourd'hui, dans Le Nouveau Sultan, roman graphique dessiné par Mohamed Anouar, il raconte l'accession au pouvoir d'Erdogan, de sa naissance en 1954 à la création de son parti, l'AKP, en 2001. Page 11, Can Dündar écrit « À mon sens, ce n'est pas juste l'histoire d'Erdogan, c'est celle de tout l'islam politique depuis un demi-siècle. »
Et justement, Can Dündar, tout au long de son accession au pouvoir, de sa conquête du pouvoir, et lorsqu'il est arrivé au sommet, Erdogan a essayé de masquer un petit peu la réalité de son engagement religieux en particulier. Il se prétendait plutôt respectueux de la laïcité, au point de berner une partie des Occidentaux. Vous racontez, dans sa biographie extrêmement fouillée, qu'en fait, dès son plus jeune âge, il a été formé par l'islam politique. Absolument. Du début jusqu'à la fin, il avait une stratégie qu'il a respectée. Et une partie de cette stratégie était de faire en sorte que l'opinion publique occidentale pense que c'était un démocrate. Il y a réussi, pas simplement en Occident, il a également réussi à le faire en Turquie auprès d'un grand nombre d'intellectuels. Il disait que puisqu'il y avait des démocrates chrétiens en Europe, il pouvait y avoir des démocrates musulmans. En Turquie, les gens se sont fait avoir, ils se sont dit pourquoi ne pas essayer? Et Erdogan, évidemment, a changé en 20 ans. Il est devenu un peu plus radical, mais la stratégie qu'il appliquait depuis le début n'a absolument pas changé. Il était en faveur d'un islam politique et il s'en est approché de plus en plus. Guillaume. Quand les électeurs l'élisent à la mairie d'Istanbul en 1999, ils savent qu'ils votent pour un islamiste ou pas? Non, pas du tout. Ils ne le sont pas, ils ne le connaissaient pas encore bien. Et la Turquie avait été dirigée par des pouvoirs militaires, par des coalitions politiques. La Turquie était fatiguée. Erdogan était un nouveau nom. Il avait eu beaucoup de succès dans ses expériences de gestion locale. Les gens se sont dit pourquoi ne pas essayer. Le prix en a été élevé, malheureusement. Dans le parcours d'Erdogan, lui qui n'est pourtant vraiment pas féministe, les femmes jouent un rôle. Elles ont été un peu ses agents électoraux, c'est surprenant quand même. Vous avez entièrement raison. Effectivement, l'islam n'est pas une religion qui invite tellement les femmes à l'extérieur, qui les isole à la maison. Mais le côté réformiste d'Erdogan a été d'inciter les femmes à sortir dans la rue et il s'est rendu compte que de cette façon, il pouvait avoir accès à une moitié de la population qui avait été exclue jusqu'alors et il a fait un grand pas en avant électoralement parlant et les femmes se sont mises à avoir un rôle actif au sein de l'islam politique en Turquie. Et alors, Can Dündar, vous avez donc dû fuir la Turquie d'Erdogan après avoir été condamné pour avoir tout simplement exercé votre métier de journaliste libre. Et aujourd'hui, eh bien, la presse, être un journaliste libre en Turquie, ce n'est plus possible de fait, Nadia, d'autant plus que l'État, le pouvoir, a créé un nouveau délit pour bâillonner les journalistes. Effectivement, et l'une des victimes de ce système, c'est une femme. Elle s'appelle Sedef Kabas. Elle est journaliste. Au moment où nous parlons, elle est en détention provisoire depuis plus de 2 mois. Elle va être jugée le 11 mars prochain pour insulte au président. Donc, elle risque plus de 12 ans de prison cumulée. Elle avait simplement critiqué Erdogan à la télévision et sur son compte Twitter. Ce délit, donc, d'insulte au président, il est de plus en plus courant, de plus en plus utilisé. Il a permis, en l'occurrence, au gouvernement de mettre en examen plus de 31 000 personnes en 2020. C'est absolument énorme. Et on a bien compris que ce délit ratisse large. Une simple critique, une enquête de journaliste ou même une blague sur les réseaux sociaux, ça peut littéralement vous envoyer en prison. Avez-vous le sentiment que l'Europe, l'Union européenne, est suffisamment ferme à l'endroit de la Turquie, précisément sur cette question des droits des journalistes et des journalistes emprisonnés? Erdogan est apparemment le leader politique qui reçoit le plus d'insultes au monde. Ça n'a rien à voir avec le caractère propre à la Turquie, mais c'est uniquement dû au fait que Erdogan est extraordinairement susceptible. Et Sedef, la journaliste dont vous avez parlé, est en prison pour vraiment quelque chose qui ne constituait absolument pas un délit. Effectivement, vous l'avez dit, des dizaines de milliers de personnes subissent l'éventualité d'une peine de prison à cause de ça, mais il y a toujours en Turquie des hommes courageux et malgré toute cette pression, ils continuent à résister. C'est le côté positif. Du point de vue de l'Europe, malheureusement, l'Europe, à cause surtout de la vague migratoire, a été obligée d'accepter le chantage d'Erdogan et l'Europe n'a pas résisté suffisamment comme il le fallait face à ce manque de liberté en Turquie. C'est trop tard, malheureusement. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, justement, précisément, Can Dündar, de l'opposition politique démocratique en Turquie? Je crois que les prochaines élections sont programmées en juin 2023. Est-ce qu'on peut espérer qu'une alternative démocratique puisse finalement réussir à chasser Erdogan du pouvoir dans les urnes?
Je suis toujours plein d'espoir et Erdogan en est à la 20e année de son pouvoir et tous les sondages d'opinion prouvent qu'il perdrait le pouvoir si les élections avaient lieu demain. Malheureusement, l'opposition était trop disparate les derniers temps. Enfin, 6 partis politiques d'opposition se sont réunis. C'est la première fois que cela se produit dans l'histoire politique de la Turquie. Si jamais les élections sont des élections justes, je suis persuadé qu'il perdra le pouvoir l'année prochaine. Si elles sont justes, vous le disiez effectivement. Erdogan, vous le qualifiez donc de nouveau sultan. Il est nostalgique en quelque sorte d'une grande Turquie, de l'Empire ottoman même. Il y a un autre autocrate qui est arrivé au pouvoir à peu près en même temps. C'est Vladimir Poutine, évidemment, nostalgique, lui, de la Grande Russie. Comment est-ce que vous analysez les relations entre les deux? Ils se sont parfois affrontés, ils se sont parfois entendus, ils ont même collaboré. Quel est l'état, selon vous, de leur relation entre Poutine et Erdogan? Une histoire d'amour et de haine en fonction des intérêts, qui est basée sur des intérêts. Effectivement, nous avons quelqu'un qui veut être tsar et l'autre qui veut être un sultan. Il y a deux autocrates, mais la Russie ne deviendra pas un empire, la Turquie n'est plus un empire, ne redeviendra pas un empire. Ce sont des illusions vaines. Le peuple russe veut la paix, le peuple turc veut la démocratie, et je pense qu'on ira vers ça. Merci Can Dündar de cette conclusion optimiste. En tout cas, et il faut lire donc Erdogan, le nouveau sultan, ce roman graphique avec les dessins d'Anwar paru aux éditions Delcourt pour mieux comprendre le parcours de ce nouveau sultan turc et au-delà, vous le disiez, l'histoire de 50 ans d'islam politique. Merci à vous. Merci.